Donc bienvenue déjà à ceux qui sont là pour ce webinaire sur un petit peu l'art du pitch pour lever des fonds. On a deux spécialistes qui sont là aujourd'hui, qui vont tout vous expliquer dans les moindres détails. L'idée, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour construire un pitch clair, percutant, convaincant, que ce soit en seed, pré-seed et même jusqu'à la série A. C'est du contenu qui peut vraiment être utile toujours. Et aussi, c'est bien parfois d'en avoir un rappel. Et donc, c'est un webinaire qui s'inscrit vraiment dans notre mission aussi chez Seed Legals, qui est la plateforme juridique d'accompagnement pour les startups et les investisseurs, donc juridique et financier. On a accompagné plus de 60 000 startups et investisseurs en simplifiant donc, et en sécurisant les opérations sur le capital, que ce soit levée de fonds en BSAR, en equity, sur aussi les pactes d'actionnaires, les attributions de BSPCE, donc tout ce qui va être partage de capital, la gestion de la cap table aussi. Bref, c'est vraiment toute la simplification de votre recherche d'investisseurs et ensuite du juridique. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire. Petit rappel sur Zoom. Bonjour à tous. On a déjà un petit message dans le chat, voilà. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions ici via le chat et on y répondra à la fin. On reprendra toutes vos questions. Les experts pourront y répondre. Et je n'ai que trop parlé. Donc, voilà, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sylvain, qui est coach en prise de parole, et Guillaume, CFO et partner chez Tomcat. Et ensemble, ils vont vous partager des conseils et bonnes pratiques pour maximiser l'impact de vos présentations devant les investisseurs. Et voilà, donc je vais vous laisser la parole, Sylvain et Guillaume, vous présenter et nous donner toutes vos best practices sur le pitch. Bonjour à Yes. tous les deux. Merci beaucoup. Vas-y, Sylvain, je Euh, te laisse te présenter si tu veux. Yes, avec grand plaisir. Merci beaucoup Stéphanie. Hyper content de faire ce webinaire avec toi, Guillaume. Alors pour enchaîner sur ma présentation, comme tu l'as bien dit, coach en prise de parole et de manière un peu plus spécifique, j'aide les entrepreneurs à mieux comprendre le cerveau pour mieux parler et donc mieux pitcher. Et donc j'ai accompagné plusieurs startups sur leur levée de fonds également. Et donc hyper content, on va vraiment parler de ça. On va vraiment échanger sur ce sujet et regarder plus en détail. J'apporterai la partie forme, la partie neurosciences aussi. Yes. Bonjour à tous. Merci Stéphanie pour l'invitation et ravi également de faire ça aussi avec Sylvain. Je pense que ça va être assez complémentaire sur l'approche. Pour ma part, moi, ça fait 8 ans à peu près que je fais de l'investissement en startup seed. J'ai commencé dans un réseau de business angel pendant 4 ans où j'ai vu passer des tonnes de pitch decks, de dossiers, et on a closé à peu près une trentaine de deals. Et depuis 3 ans, je suis chez Tomcat, qui est une structure assez particulière dans l'écosystème VC, qui est à la fois un accélérateur et un fonds d'investissement. Et donc on intervient à deux niveaux, évidemment un niveau d'accompagnement. Donc là, on va aider les entrepreneurs à préparer leur roadshow, à bien suivre leurs finances et à faire plein d'autres choses, hein, notamment le commerce, marketing, etc. Moi, pour ma part, je les accompagne sur les sujets finances. Et dans un second temps, on va investir. Donc en fait, on est à la fois sur l'aide à la construction du pitch deck, mais aussi sur l'analyse de manière très classique, investisseur, voilà, de ce pitch deck. Et donc, on coach aussi les entrepreneurs pour leur pitch, prise de parole et tout ça. Mais je pense que là-dessus, on a Sylvain, un maître en la matière, qui saura nous donner tous ses conseils. Moi, je serais plutôt du coup sur la partie fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dans le pitch deck, qu'est-ce qui va intéresser l'investisseur et comment on structure en fait cette information. Voilà. Sylvain, on démarre du coup. Let's go, hein? Let's go, c'est parti. Bon, je voulais déjà peut-être démarrer par un petit peu de contexte autour du Ouais. pitch deck. Je pense que c'est important. Euh, le pitch deck, on va dire, c'est la première étape d'un d'un long cheminement qui s'appelle le roadshow et qui consiste à aller lever des fonds avec des investisseurs. Et cette première étape, en fait, elle a vocation à aller maximiser l'intérêt des investisseurs et décrocher un premier rendez-vous. En fait, pour le dire autrement, un bon pitch deck, ça permet euh, on ne fait pas de levée sans un bon pitch deck, mais par contre, un bon pitch deck ne permet pas à lui seul de faire une levée. Ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est la première étape. Et en fait, c'est la première étape qui est un peu ingrate, puisque, voilà, petite donnée qui date de 2024, en moyenne, un investisseur passe 2 minutes 30 à consulter un pitch deck
en 2024. Donc quand vous pensez que vous avez à peu près une quinzaine, une vingtaine de slides, en fait, vous êtes sur moins de 10 secondes par slide. Donc ça met en lumière l'importance d'avoir déjà une bonne structure pour qu'il y ait un fil conducteur qui permette à l'investisseur de tout de suite comprendre ce que vous faites. Et deuxième point, c'est d'avoir des slides qui sont très clairs, très épurés, où le message ressort très rapidement pour qu'on puisse voilà, en fait, comprendre ce que vous faites en un minimum de temps. Euh, et donc, voilà, juste pour démarrer la démarche, avant de se poser sur monter un plan avec un pitch deck, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer d'apporter des réponses très claires à des questions simples. Et Sylvain, après, je vais te laisser compléter, mais moi, ce que je dis toujours, c'est euh, posez-vous les questions sur quels sont vos clients, quel est votre marché de manière très simple. Imaginez-vous le dimanche avec votre grand-mère qui vous demande ce que vous faites dans la vie et qui vous pose toutes ces questions et essayez de lui répondre de la manière la plus simple possible. Et en fait, ça, c'est ce qui va vous permettre ensuite de structurer les grandes idées que vous aurez sur chacune des slides et ensuite de découler sur votre pitch deck dans sa globalité, quoi. Ouais, Yes. Sylvain, tu veux compléter un petit peu Ouais, ce que tu dis, c'est vraiment important de rappeler vraiment ce contexte-là. La statistique, en plus, elle est vraiment très, très intéressante. En fait, le temps d'attention, aujourd'hui, il faut savoir que plus on avance, plus il diminue. Et même donc chez l'être humain de manière générale, et même chez les investisseurs, ce qui fait que on a de moins en moins de temps pour pouvoir convaincre. Et dans la diapo, comme tu disais, épuré, il faut dès le début en fait réussir à capter l'attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à une ère, en fait, à une saison où on a énormément d'informations et le cerveau doit vraiment faire ce tri entre toutes ces informations. Et une des bases, un des principes au niveau du cerveau, ce qu'on dit souvent, c'est il est fainéant. Ça veut dire qu'il va aller vraiment au plus simple. Si c'est trop complexe, il va passer l'information. Et donc, il y a vraiment une clé à comprendre ce principe-là. C'est-à-dire que plus vous mâchez le travail à l'avance et vous rendez simple les informations qu'il y a sur votre pitch deck, en fait, plus vous permettez au cerveau de l'investisseur de capter l'information dès le départ. C'est pour ça qu'en fait, il y a vraiment une puissance, une force dans la simplicité par rapport au fonctionnement du cerveau. Et l'idée, c'est quoi? C'est que dans l'attention, le cerveau va vraiment sélectionner les choses qui vont être le plus visibles, le plus émotionnellement activatrices, qui va leur parler le plus également. Et donc, ça sert à rien de mettre plein d'informations techniques pour chercher en fait à impressionner, mais il faut aller dans la simplicité pour que la personne puisse en 5 secondes, en 10 secondes, comprendre tout de suite. Et c'est pour ça, on en parlera un peu tout à l'heure sur la forme des slides. Euh, un exemple très concret, mettre un texte de plus de 4 lignes, le cerveau va passer directement. Parce qu'en fait, c'est trop long à lire. Il faut que vous puissiez faire une hiérarchisation avec des titres et en fait orienter l'investisseur au niveau de l'information que vous voulez qu'il reçoive. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau va être capté par les grosses écritures où il y a de la couleur parfois, etc. Et donc, juste par rapport au fonctionnement de votre cerveau, c'est comme ça que vous allez vraiment réussir à comprendre en mode ah ouais, d'accord, ok. Donc là, comment je peux simplifier au max ma diapo? Comment je peux simplifier au max ma slide? Parce qu'en fait, le cerveau fonctionne comme ça, quoi. Donc oui, ces statistiques sont vraies. Et plus on comprend ça, mieux justement on arrive à structurer nos slides, quoi. ouais. Donc on va vous présenter un plan pour que ce soit assez concret. On va rentrer un peu dans voilà, dans la Yes. structure en tant que telle du deck. Ce que je vous propose, je vais juste mettre mes slides en partage. J'ai 3 slides, comme ça ce sera un peu plus visuel et ça permettra quand même de simplifier un peu la compréhension. Hop, vous allez me dire si vous voyez mon écran. On est bon là? Ouais, c'est bon. Nickel. Hop, parfait. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est il y a 6 blocs dans un pitch deck. Alors, déjà, vous allez trouver plein de présentations différentes en faisant vos recherches, hein. Il y a
évidemment, c'est assez subjectif un deck. Donc vous aurez des méthodes assez différentes. Malgré tout, il y a un tronc commun qui est un ordre assez classique. On commence par exposer le problème qu'on adresse et on termine par quel est le montant que je veux lever avec entre les deux des étapes qui passent par le produit, le marché, le business, l'équipe. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. L'effort qu'on a fait, nous, chez Tomcat, dans l'exercice d'essayer d'amener aux entrepreneurs une boîte à outils qui soit tout de suite exploitable, c'est de se dire, OK, comment on range en fait les parties qu'on doit mettre dans un pitch deck. Et mon conseil, c'est si vous avez vraiment pas encore de deck efficace sur lequel vous êtes à l'aise, vous commencez l'exercice ou alors vous voulez complètement le refaire, vous prenez pas beaucoup de risques à suivre ce plan. Voilà, c'est sûr que vous n'allez pas vous planter si vous faites ça à la lettre. Après, évidemment, ça reste un exercice subjectif. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 6 blocs. Il y a 6 thématiques importantes. La première, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Sylvain, c'est le storytelling. Et là, cette étape-là, l'objectif, c'est de maximiser l'effet du début de pitch. C'est-à-dire, là, c'est le moment où vous devez créer un peu l'émotion chez votre interlocuteur, chez l'investisseur, et où tout de suite, vous devez capter son attention. Et ça, je vais revenir là-dessus. Et Sylvain, surtout, je pense que je te laisserai pas mal à alimenter cette partie-là. Ensuite, on a 4 parties qui sont dans une couleur différente là sur la présentation. Pourquoi? Parce que je considère qu'elles sont un petit peu interchangeables. C'est-à-dire que selon votre aisance et la pertinence du sujet, vous pouvez avoir peut-être plus d'intérêt à démarrer par une présentation de marché avant d'attaquer le produit ou présenter peut-être l'équipe dans la foulée du storytelling, même si en fait vous allez voir qu'il y a déjà un peu d'équipe dans le storytelling. Mais en tout cas, voilà, ces parties-là sont interchangeables. Euh, Moi, à titre personnel, je trouve que c'est pas mal de démarrer par le produit, expliquer ce que vous faites, ensuite le marché que vous adressez, le business, l'équipe. Voilà. Et ensuite, on termine par la projection, c'est-à-dire pourquoi vous faites cette levée de fonds, où est-ce que ça va vous emmener, et donc tout ce qui concerne en fait le futur de la boîte. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail du coup. Donc sur le storytelling, pour moi, il y a 3 étapes. Et à chaque fois, par étape, vous pouvez considérer une slide. Il va y avoir quelque chose qu'on fait très rarement en France. Et pour le coup, ça c'est un peu, on va dire, la différenciation qu'on a chez Tomcat par rapport à tout ce que vous allez trouver en général sur Internet, c'est qu'il faut quand même se vendre en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Puisque, bon, il faut savoir que déjà, la raison numéro une d'échec d'un projet ou de réussite d'un projet en startup, c'est son équipe. Parce que, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer sur les 5, 6, 10 années d'entrepreneuriat, mais il y a un truc qui ne va pas changer, c'est l'équipe. Donc en fait, peut-être que vous allez changer de business model, vous allez changer de marché adressable, vous allez changer de produit. Dans tous les cas, nous, ce qu'on est sûr de garder dans le temps et ce qu'on va valoriser le plus, c'est l'équipe. Et donc, n'oubliez pas de vous vendre quand vous démarrez votre pitch parce que c'est ça qui va nous intéresser. Euh, et ensuite, on va arriver sur 2 autres slides qui sont beaucoup plus terre à terre par rapport au projet et qui sont le constat du problème et pourquoi il existe. Et peut-être, Sylvain, je peux te laisser la parole sur la partie storytelling cofondateur, mais juste pour finir là-dessus, je parlais tout à l'heure de la différence de culture un peu américaine, française, parce qu'en fait, vous regardez des pitchs aux États-Unis, tous les entrepreneurs, ils ont acquis en fait cette composante dans leur pitch qui est vraiment de se vendre. Et en France, c'est vrai que des fois, on a cette tendance à être trop humble, trop peut-être timide du coup, et d'oublier que bah, il faut savoir aussi se mettre en avant quand on présente un projet qui est le sien. Voilà. Et donc nous, on vous invite vraiment à le faire au tout début parce que ça lance parfaitement ensuite le pitch. Ouais, complètement. Sur cette diapo-là, elle est vraiment importante. Là, tu parlais justement du storytelling et je vais jumper dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les histoires, c'est le type de prise de parole qui va capter le plus l'attention parmi tout autre type de prise de parole. Donc, partager de l'information, un cours, etc. En fait, les histoires captent vraiment l'attention et tu as des milliers d'études sur ça. Il y a 2 grands points que je vais aborder. Le premier point par rapport au storytelling, c'est justement qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau quand on écoute une histoire, quand on raconte une histoire. Pour vous résumer toutes les études, écouter une histoire, ça va produire ce qu'on appelle
la dose. Donc la dose, c'est un acronyme D-O-S-E. Donc D pour dopamine. Dopamine, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone de la surprise aussi. O pour ocytocine. Donc ocytocine, c'est l'hormone du lien, l'hormone de la connexion. S pour sérotonine. Sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Et E pour endorphine. Donc endorphine, c'est une hormone un peu plus anesthésiante. Elle est sécrétée quand on rigole beaucoup, par exemple, quand il y a de l'humour. Et en fait, quand on écoute une histoire, les études ont montré que tout ce cocktail d'hormones est sécrété et produit. Et c'est pour ça que quand on entend une histoire, ça capte vraiment l'attention. Et c'est pour ça que c'est hyper pertinent de commencer par un storytelling, parce que dès le début, en fait, vous créez une atmosphère où, OK, là, l'attention des investisseurs, elle est captée. Ça, c'est vraiment la première chose. Ce qui va se passer dans le cerveau, en fait, c'est que voilà, il y a toute cette activité-là. La deuxième chose, c'est que dans par rapport au storytelling, en fait, aujourd'hui, on est à une ère où il y en a énormément. Il y en a énormément sur les réseaux, il y en a énormément sur les pubs, il y en a énormément. En fait, tout le monde raconte son histoire. Mais là où vous allez pouvoir vous différencier, c'est parce que vous êtes unique. Et c'est vraiment de prendre le temps de vous dire, OK, qu'est-ce qui est unique dans mon histoire? Qu'est-ce qui est unique dans mon problème? Parce que le storytelling, en fait, au bout d'un moment, les investisseurs, ils écoutent des centaines et des centaines d'entrepreneurs. Mais ce qui va faire la différence, c'est de trouver qu'est-ce qui va être unique dans votre storytelling, dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez raconter par rapport à votre problème et pourquoi il existe. Et en plus de ça, c'est comment vous allez le raconter. Vous pouvez très bien faire un super storytelling, raconter justement par rapport à la manière dont vous avez rencontré vos cofondateurs, etc. Mais si vous parlez trop vite, si vous ne regardez pas les investisseurs dans les yeux, si vous n'utilisez pas du tout votre langage corporel, si vous ne faites pas du tout de pause, en fait, vous allez passer à côté de votre storytelling. Et donc l'idée, c'est que au-delà du fond du storytelling, donc qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez raconter, prenez le temps de vous entraîner à le raconter avec une voix posée, à mettre des silences, surtout au moment important, à prendre le temps de regarder les investisseurs. Hein. Ça reste un dialogue. C'est pas que de la récitation, mais c'est surtout un dialogue, un échange. Prendre le temps d'utiliser ses mains quand on parle, etc., etc. Donc toute cette forme-là, qu'on détaillera un peu plus après, c'est super important. Et donc, par rapport à ça, et je terminerai sur ça, le fait de commencer par un storytelling, il y a ce qu'on appelle un biais cognitif, donc le biais de première impression. Ah, concrètement, en quoi ça consiste? L'être humain porte une attention particulière à ce qui va se passer en premier, dès le début. Ça veut dire que quand vous allez commencer votre pitch par votre storytelling, en fait, ça va orienter tout le moment, en fait, tout le dialogue, toute la discussion. C'est pour ça que c'est bien de commencer par un storytelling parce que c'est quelque chose voilà, qui capte l'attention. Et avec ce biais cognitif-là, si vous le faites vraiment bien, vous marquez justement déjà des points par rapport en fait à la suite de votre pitch, quoi. Donc en effet, ouais, storytelling, bien le poser, c'est quelque chose qui capte l'attention et c'est super important de le faire. Et de manière très très simple, comment on construit un storytelling? Voilà, il y a des bases, hein, le cofondateur, le problème. Il y a trois parties. On parle de la règle des trois, qui est utilisée chez Netflix, qui est utilisée chez Warner Bros. Au cinéma. Un, c'est le contexte. Deux, ça va être le développement. Et trois, ça va être l'issue. Donc en général, il y a trois parties à un storytelling de manière générale. Et c'est comme ça qu'on peut en construire un de manière très très simple. Donc voilà sur cette partie-là qui est vraiment super intéressante avec le reste. Et tu peux donner un exemple, juste Sylvain? Je sais que la dernière fois, tu avais donné un exemple, j'avais trouvé ça assez parlant, tu vois, de contexte, enfin, tout le cheminement là que tu viens de donner en trois étapes. Ouais, carrément, ouais. Si je vais prendre l'exemple d'un pitch d'une startup. Alors donc là, je me mets, imaginez que voilà, je vais faire une levée de fonds et en face de moi, il y a des investisseurs. Ok. Donc je vais inventer comme chose. 2024. 2024, c'est l'année où j'ai rencontré Gisèle. Et donc Gisèle, 54 ans, habite à Paris. Elle a 5 enfants.
Et un jour, Gisèle a voulu en fait envoyer de l'argent à Matt, son premier fils. Et donc elle va à la banque et elle veut retirer des sous, mais ça fonctionne pas. Elle va dans une autre terminal, elle arrive toujours pas. Et elle se pose, elle se dit mince, comment je vais faire pour pouvoir envoyer les sous en fait pour l'anniversaire de Matt. Et elle rentre chez elle, elle réfléchit, elle se souvient qu'il y a un de ses amis qui lui avait parlé d'une application, donc une application bancaire qu'on peut télécharger en 5 minutes. Et donc elle télécharge cette application, elle prend le temps de s'inscrire et au final, elle arrive à envoyer ces sous-là à Matt. Et donc Gisèle fait partie justement des personnes qui ont ce problème-là, que quand elle veut aller retirer des sous, elle est complètement bloquée. Et une des solutions qui est la plus simple à appliquer, c'est tout simplement cette application-là. Donc à ce moment-là, Gisèle a eu ce problème, elle a pu répondre à ce problème-là par cette solution. Et donc aujourd'hui, nous sommes Sylvain et Justine, on vient vous parler justement de notre solution, etc., etc., etc. Donc là, c'est un exemple de storytelling. Donc j'ai placé le contexte. Gisèle, qu'est-ce qui se passe? Ok, deux, le développement. Donc elle arrive, elle a un problème, elle n'arrive pas à le régler. Et trois, l'issue. Donc finalement, elle a réussi à télécharger l'application. Elle a pu envoyer et répondre à son problème. Donc c'est très 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 simple, hein. Et donc en général, quand il y a ces trois parties-là, c'est la structure d'un storytelling de manière universelle. On peut creuser, bien sûr, mais si on doit faire un storytelling très rapidement, ça c'est un exemple justement qui peut nous aider à entamer en tout cas le processus. Ouais, top. Merci. C'est important d'y passer du temps parce qu'en fait, souvent, c'est boycotté en fait par les entrepreneurs. On en voit beaucoup qui démarrent par Ouais, le constat du problème. Voilà, on a tel problème, tel truc, mais en fait, on ne sait pas de quelle manière ils l'ont vécu, s'ils sont légitimes à apporter une solution à ce problème parce qu'ils ont l'antériorité, ils ont l'expérience, ils ont vécu le problème. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important. Et c'est important aussi si vous avez déjà opéré dans ce business, si vous avez déjà monté une boîte, qu'on le sache aussi, parce que ça valorise votre profil. Et en fait, le truc qu'on sous-estime aussi avec le storytelling côté cofondateur, c'est que ça vous met en confiance. Ça, ouais, c'est un élément hyper important. C'est que, en fait, le simple fait de vous valoriser un petit peu et de vous mettre dans un mood où vous racontez votre histoire, même vous, ça vous fait redescendre un petit peu, ça vous met dans un espèce de confort, parce c'est que clair. vous racontez quelque chose que vous avez vécu des tonnes de fois, et derrière, ça découle beaucoup plus facilement. Donc on n'est pas juste sur mettre l'investisseur en confiance et en éveil, on est aussi sur vous permettre de mieux vous exprimer sur les 2 minutes 30 de pitch qui vont suivre le storytelling, quoi, potentiellement plus même d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Et pour jumper sur ça, justement, en fait, quand vous commencez votre histoire, vous la connaissez, donc c'est très naturel en général de la raconter. Et justement, pareil, quand ça se passe bien dès le début de votre pitch, et ben après, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et ça, pareil, c'est une loi, on parlera du stress, justement, de la gestion du stress. Dès le début, quand on arrive justement à dérouler les phrases naturellement, en fait, le cerveau se met en confiance pour la suite. Donc, c'est vraiment important aussi à garder en tête, quoi. Ouais. Bon voilà, c'était la parenthèse storytelling. Ensuite, on arrive sur un truc un peu plus scolaire, entre guillemets, hein, c'est-à-dire, donc en gros, on a ce premier bloc où vous parlez de vous, comme on vient de l'expliquer, et puis ensuite, vous parlez du storytelling autour du problème et de ce que vous apportez, enfin, et de pourquoi ce problème existe. Et ensuite, vous switchez sur les 4 blocs dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont interchangeables, hein, produit, marché, business, équipe. Et n'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure sur les questions simples. C'est-à-dire que là, sur la partie produit, on va avoir 3 sous-parties. Solution, value prop. Donc, comment vous solutionnez le problème? Ça, cette slide doit répondre à cette question. Ensuite, on a un aspect fonctionnel. Comment ça marche? Et on a un aspect marque d'amour, c'est-à-dire est-ce que les gens euh, aiment le produit et qu'est-ce que je peux montrer d'ailleurs comme preuve d'amour? Ça peut être les avis Google, ça peut être une enquête de satisfaction, ça peut être une récompense que j'ai reçue à un dernier événement où j'ai été reconnu comme meilleure startup dans tel et tel domaine. Ça peut être des témoignages écrits de vos clients, plein de choses. Mais en tout cas, là, sur le produit, l'investisseur, il est satisfait s'il se dit, ça répond à un vrai problème.
partie un. Deux, ça marche de manière efficace et simple. Et trois, ça marche tellement bien que j'ai déjà des clients qui ont l'air d'être ravis de la solution. Ça, c'est l'objectif de cette partie-là, c'est l'effet que vous devez créer chez l'investisseur. Ensuite, on arrive sur le marché, qui est un exercice beaucoup plus, on va dire, terre à terre. Là, pour le coup, vous amenez de l'information sur le terrain de jeu sur lequel vous évoluez. J'insiste sur un point sur le ciblage du marché, qui serait la première slide dans cette partie qui pourrait faire deux slides à peu près. Euh, il faut vraiment cibler votre cœur de cible court terme, c'est-à-dire éviter d'aller prendre un marché voilà, un peu dans la grande masse, dans sa grande masse, et de vous dire je vais en fait dans 5 ans avoir 5% de part de marché, 10%. Ça pour l'investisseur, c'est très loin, c'est très intangible. Et en fait, ça éloigne un petit peu l'investisseur de votre sujet. Et ce qui va vraiment lui parler, c'est de manière très simple. Moi, mon cœur de cible, c'est les sociétés qui font plus de 500 personnes en France dans un premier temps, en Europe dans un second temps. En moyenne, je vends 2000 euros par mois à ce type de société. Donc mon marché, c'est 2000 euros par mois, donc 24 000 euros par an, multiplié par le nombre de sociétés qui ont plus de 500 salariés en France. Et ça fait ma taille de marché. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus correct, beaucoup plus construit et beaucoup plus concret. Et ça, c'est important de rester sur cette méthode euh, de calcul de taille de marché pour être très pertinent et très proche de ce que vous avez raconté avant, c'est-à-dire mon produit plaît à ma cible, et ma cible, c'est ça. Et il y en a tant en France, et je lui vends à tant, donc ma taille de marché, c'est ça en euros. Voilà. Ensuite, on arrive sur la partie concurrence. Et donc, concurrence, il y a plusieurs façons de présenter les choses. Très clairement, j'ai déjà vu les axes abscisse ordonnée où la startup est en haut à droite. Ça, c'est toujours la grande classique. On a des tableaux de comparaison sur l'aspect fonctionnel, notamment de la solution. On va avoir aussi un mapping par cohorte, par typologie d'acteurs. Donc ça, c'est un petit peu la version 2.0 de la première, où vous mappez en fait un petit peu tous vos concurrents avec deux critères en abscisse et en ordonnée. Alors moi, ce que je conseille, c'est, j'aime beaucoup le tableau fonctionnel parce qu'au moins ça permet très clairement de voir votre différenciation et de pouvoir l'exprimer de manière beaucoup plus simple, ce sur quoi voilà, vous vous différenciez. Après, si vous faites un mapping, évitez d'être sur un mapping très simpliste, sinon optez plutôt pour le tableau. Si jamais vous avez un marché assez complexe avec des typologies d'acteurs qui peuvent être des concurrents indirects, euh, ça vaut le coup, ça vaut le coup pour le coup d'avoir ce type de mapping. Je vous donne un exemple. Vous êtes un logiciel, je sais pas, qui aide les sociétés, qui aide les entrepreneurs à gérer leur activité. Donc ça fait de la compta, de la facturation, du CRM. Et ben, vous allez avoir potentiellement comme concurrents des acteurs très verticalisés, donc les acteurs de la compta d'un côté, les acteurs du CRM de l'autre, peut-être les acteurs globaux mais qui adressent des tailles de boîtes différentes. Voilà, et donc vous aurez peut-être plusieurs typologies d'acteurs sur lesquels vous pourrez vous comparer. Voilà. Euh, donc là, toujours, l'objectif de cette slide, c'est vraiment de comprendre votre différenciation. Ça, c'est le point clé pour l'investisseur. Euh, voilà, ça c'est le... Ok, hop, j'essaie juste... Voilà, nickel. Ensuite, on arrive sur le business. Et là, ce sujet-là, le business, c'est comment la société gagne sa vie, quoi. Comment elle performe. Et donc, premier sujet, modèle économique. La question à côté, c'est euh, quel est mon modèle de pricing? Enfin, quelle est voilà, ma grille tarifaire pour le client? Qu'est-ce que je lui vends? Et donc, là, vous allez exposer tout simplement la façon, enfin, voilà, votre pricing, la façon dont vous gagnez de l'argent. Ensuite, go to market, la question, c'est comment je vais chercher mon client. Est-ce que je vais le chercher avec des commerciaux qui fawnent toute la journée? Est-ce que je vais le chercher avec du marketing? Est-ce que je vais le chercher sur des salons? Est-ce que voilà, donc ça, il faut le détailler. Et ensuite, la troisième sous-partie, c'est quelle est l'attraction, quels sont les KPI de la société. Et ça, c'est un peu comme avec le produit tout à l'heure, c'est montrer en fait que c'est efficace,
montrer que le business est en train de frémir et donc amener des KPI qui donnent envie aux investisseurs et qui sont particulièrement pertinents pour votre activité. Voilà, je vous donne un exemple. Euh, et vous avez évidemment les KPI de croissance de business. Ça peut être des KPI de coût d'acquisition client, lifetime value, vous comparez les deux aussi. Ça peut être les KPI d'usage aussi ou de connexion ou de repeat, les KPI de churn, donc de rétention pour montrer justement que en fait, à 12 mois, vous avez des clients qui restent et ça va être dans le sens de ce que vous disiez avant. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Et en fait, aujourd'hui, la partie business, c'est devenu la partie la plus importante du pitch, puisqu'on est rentré depuis 2 ans dans un contexte où les investisseurs sont devenus un petit peu plus froids à l'idée d'investir dans les startups, en tout cas plus attachés à avoir des éléments objectifs pour prendre une décision. Et en fait, il n'y a pas plus objectif que votre business et vos chiffres. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle c'est cette partie-là qui est la plus observée dans le pitch deck. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait, ça dure 2 minutes 30 en moyenne le temps d'attention d'un investisseur sur un pitch deck. En réalité, quand on reçoit un pitch deck, le réflexe, c'est d'aller rapidement sur la partie traction et de passer peut-être 1 minute sur la partie traction. Si la traction est bonne, de consacrer la minute 30 restante pour le reste. Mais en fait, le premier réflexe, c'est d'aller dans cette partie-là. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à bien soigner cette partie, à bien exprimer le fait que vous avez une traction euh, qui a démarré. Ensuite, on attaque sur l'équipe. Alors l'équipe, on en a parlé un petit peu dans le storytelling tout à l'heure, mais avec un angle beaucoup plus fondateur, incarnation du projet. Là, on est plutôt sur un angle, sur cette slide, structure de l'équipe. C'est-à-dire, voilà, vous avez parlé un peu de vous tout à l'heure. Là, l'idée, c'est de comprendre euh, peut-être en détail qui fait quoi, surtout combien de personnes vous avez aux côtés et comment se structure l'équipe. En général, ce qui est assez efficace pour ça, c'est un petit organigramme sans que ça devienne un truc trop complexe. Si vous avez beaucoup de monde dans la société, privilégiez de détailler peut-être euh, les managers, les personnes qui sont en dessous de vous, et après de faire des grandes masses pour le reste pour éviter d'avoir une slide qui soit trop dense. Et enfin, je termine par le bloc qui est le bloc futur, qui lui est toujours à la fin de la présentation. Et en général, il y a 3 étapes dans ce bloc-là. Quel est mon besoin de financement? Et donc là, l'objectif, ça va être d'apporter l'information sur la taille du besoin, mais aussi à quoi ça va servir. Donc en général, ce qui est assez efficace, c'est euh, des petits camemberts avec l'allocation des fonds qu'on cherchait. Ça reste assez basique, mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit souvent et qui est très compréhensible aux yeux des investisseurs. Donc, si vous levez 1 million, 2 millions, on a besoin de savoir précisément ce que vous allez faire avec cet argent, où est-ce que va partir cet argent. Est-ce que ça va être pour faire du commercial, de la tech, du marketing, recruter des fonctions support, etc. Ensuite, il y a une autre partie qui est la roadmap 12-18 mois. Donc là, l'idée, c'est d'emmener l'investisseur sur un horizon court-moyen terme, sur ce qui va se passer avec cet argent-là. Donc, en fait, euh, je vais lever 2 millions d'euros et l'objectif, c'est dans 18 mois d'être une boîte qui fait X millions d'euros de chiffre d'affaires, d'avoir X employés, d'être référencé dans tant de pays, d'avoir tant de clients. Donc là, l'idée, c'est de projeter l'investisseur sur la finalité de la levée de fonds, ce à quoi ça va servir et quel objectif ça va permettre d'atteindre. Et enfin, ça, c'est ce qu'on appelle la killer slide chez Tomcat et on y est très attaché. En fait, c'est à notre sens ce qui différencie des bons entrepreneurs des très bons. C'est que les bons entrepreneurs, ils vont s'arrêter à 18-24 mois ou avec une projection qui est assez limitée dans le temps. Les très bons entrepreneurs, ils vont nous amener sur l'étape d'après. Et l'étape d'après, ça va être capable de nous dire en fait qu'est-ce qui va être développé au niveau du produit comme feature pour aller chercher encore plus de marché. Euh, Quels pays peuvent être ouverts après la France, par exemple, parce qu'il y a une pertinence particulière sur ces pays-là? Quel segment de marché je peux aller chercher ou taille de cible supplémentaire à horizon 3 ans pour telle et telle raison? Voilà. Et ça, en fait, c'est nous donner une projection sur 5 ans avec qu'est-ce qui va se passer entre la deuxième et la cinquième année qui potentiellement nécessitera de faire d'autres levées de fonds. Et en fait, ça permet de montrer que, un, il y a de l'ambition, deux, l'entrepreneur sait particulièrement où il va,
Et 3, ça permet aussi de projeter l'investisseur sur la suite et potentiellement de le ressolliciter pour un investissement un peu plus tard. Voilà, bon, je suis rentré un peu dans le détail, mais au moins vous avez la structure globale. Retenez bien qu'en général, un bullet point là, dans cette présentation, c'est une slide. Et donc, en général, vous avez, on va dire, pour un pitch qui dure entre 5 et 10 minutes, alors vous aurez un deck qui va faire entre 15 et 20 slides, quoi. Voilà. Sylvain, tu veux compléter, je te laisse. Ouais, avec grand plaisir. Là, tout ce que tu as partagé par rapport au fond, c'était vraiment super clair. Et une chose qu'il faut vraiment que vous puissiez retenir, c'est vraiment le maître mot, c'est la simplicité et la clarté. Ouais, En fait, il faut absolument que vos interlocuteurs, donc les investisseurs, ils comprennent ce que vous dites. Parce que si on ne comprend pas votre produit, ce que vous faites, le problème, ils auront beaucoup moins de probabilité d'investir. Et donc, c'est pour ça que quand vous travaillez votre pitch deck et votre pitch, il faut vraiment bien sélectionner les informations que vous allez mettre à la fois sur votre pitch deck, donc bien hiérarchisé, avec des couleurs, avec des tailles, etc. Parce qu'en faisant ça, vous allez vraiment orienter le regard des investisseurs. Si une information, par exemple, tu parlais des chiffres, par exemple le marché, plus le chiffre est gros, plus notre attention va être portée sur ça. Et en fait, il faut, en fonction de ce que vous voulez mettre en avant, réussir à bien hiérarchiser vos diapositives, vos slides. Et en fait, dans tout ça, donc je parlais de la simplicité, de la clarté. Une chose qui va vraiment vous aider, et ce sera vraiment un des premiers points sur lequel je voulais réagir par rapport à tout ce que tu as partagé, c'est votre gestion du stress. On a beau avoir les meilleurs slides, on a beau avoir le meilleur contenu, le meilleur fond. Si on est stressé et qu'on perd ses moyens, en fait, ça peut passer complètement à côté. Et là, je vais vraiment vous donner quelques tips pour gérer votre stress quand vous allez justement pitcher, quand vous allez prendre la parole. L'idée, c'est quoi? C'est que, hop, la première chose à vous dire par rapport au stress, c'est que c'est un mécanisme physiologique réflexe qui se déclenche quand vous êtes en danger. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment de la biologie pure et dure. Le stress arrive quand le cerveau a détecté un danger. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand vous allez sentir le stress, parce que c'est normal, hein, quand on est devant des investisseurs, c'est assez impressionnant, c'est normal, quand vous allez le sentir, c'est physiologique. Il faut vous dire une première chose, déjà de un, ok, mon corps, il est en bonne santé. Donc si vous sentez le stress, c'est que votre corps fonctionne. Et vous dites, ok, d'accord, je sens le stress. Et maintenant, la deuxième étape, c'est qu'est-ce que j'en fais? La deuxième étape, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et donc, typiquement, quand vous sentez venir le stress en vous, il faut tout simplement déjà vous dire que, ok, c'est un mécanisme naturel et réflexe. Et deux, vous allez tout simplement respirer. Donc ça, c'est vraiment la base. Prendre le temps de respirer pour amener beaucoup plus d'oxygène dans votre cerveau. Et le fait d'amener de l'oxygène, ça va vous aider à mieux réfléchir, à mieux partager les informations. Et de trois, c'est de choisir de vous battre. Donc choisir en fait de tout donner. Pourquoi je parle du terme battre? C'est parce qu'en anglais, on parle du stress comme étant the fight or flight response. Donc la réponse, se battre ou fuir. Et donc dans votre corps, quand le stress arrive, c'est tout simplement un processus qui vous pousse soit à fuir, soit à vous battre. Et donc par défaut, quand vous sentez le stress venir, quand vous allez pitcher, choisissez de vous battre, choisissez de tout donner. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Quand vous arrivez vraiment à bien gérer votre stress, ça vous aide à mieux délivrer votre pitch, à ralentir, à être beaucoup plus clair. Parce que quand on stresse, en fait, souvent, voilà, on part à gauche, à droite, on ne sait plus quoi dire, on se perd. Et quand vous vous perdez, c'est là où vous n'êtes plus du tout compréhensible. Et si on ne vous comprend pas, et ben là, les investisseurs ont moins de probabilité d'investir. Donc ça, c'est vraiment la première base. Vraiment bien gérer le stress. La deuxième chose qui va vraiment vous aider à délivrer tout ce qu'on vient de voir là par rapport justement à la diapositive, c'est de vous entraîner.
il faut absolument que vous puissiez répéter, si possible dans des vraies conditions, donc vous entraînez devant des vrais êtres humains qui vont justement vous faire des feedbacks, etc. Vous entraînez devant le miroir. Pourquoi c'est important? Parce que plus vous le faites, plus le jour J, quand vous allez devant les investisseurs, vous allez être naturel. Ça, c'est un principe, comment dire, au niveau des neurosciences, qu'on appelle la mémoire musculaire. Plus vous répétez quelque chose, plus votre cerveau réussit à le faire de manière naturelle. Exactement comme, par exemple, les sportifs olympiques, quelqu'un qui va faire un lancer de marteau, en fait, ce geste-là, il l'a répété des centaines, voire des milliers de fois, en fait, à l'entraînement. Donc, plus vous répétez votre pitch, plus vous répétez l'enchaînement, plus vous répétez les transitions entre les parties, plus vous répétez la manière de dire vos chiffres, plus le jour J, vous allez être complètement à l'aise pour pouvoir en parler de manière naturelle devant les investisseurs et surtout pour pouvoir justement être compréhensible. Donc il y a vraiment une clé dans la répétition parce que donc la mémoire musculaire, qui dit musculaire dit muscle, la voix en fait c'est des cordes vocales, c'est des muscles. Plus vous répétez, plus justement vos cordes vocales enregistrent une certaine contraction musculaire par rapport à tel mot, par rapport à tel chiffre. Et plus le jour J, vous allez être complètement à l'aise et vous allez moins réfléchir à ce que vous devez dire. Donc ça, c'est vraiment le deuxième principe qui est important, le fait de répéter. Et le fait de répéter va vraiment vous aider à mieux structurer la forme par rapport au fond. Et la dernière partie, c'est par rapport justement à la forme. Comme on dit souvent, une image vaut mieux que 1000 mots. Et souvent, dans le pitch, on cherche à complexifier les choses, à dire plein de termes, à raconter plein de chiffres. Mais l'idée, c'est que dans ces 6 parties-là, il faut que vous ayez un fil conducteur. L'idée, c'est quoi? C'est que, imaginez que vous preniez la main des investisseurs et vous les emmenez en fait sur un chemin. Vous les emmenez vraiment sur ce chemin-là, sur ce fil-là. Et en fait, quand vous structurez ça comme un tout, donc avec un fil conducteur, vous êtes beaucoup plus clair, vous êtes beaucoup plus compréhensible. On arrive à identifier chaque partie avec des transitions entre les parties. Et le fait de faire ça, comment concrètement on le fait? Un, c'est en gérant sa voix. Donc au niveau de la voix, je disais tout à l'heure, c'est important de prendre en compte, il y a plusieurs composantes de la voix. Il va y avoir le volume, il va y avoir la vitesse, il va y avoir les silences, il y a également ce qu'on appelle les filler words, donc les E, les A, les toutes ces choses-là font partie de la voix. Et quand vous arrivez à bien gérer la voix, à prendre le temps, à être très compréhensible et clair dans la manière dont vous dites les choses, vous permettez en fait au cerveau des investisseurs de mieux comprendre. Un exemple concret, quand vous faites une pause, là c'est ce que je viens de faire, quand vous laissez un temps de silence, le processus de mémorisation commence dans le cerveau. Et donc, quand vous laissez ces temps de silence-là, vous aidez les gens à commencer la mémorisation. Et donc, concrètement, dans votre pitch, il faut placer ces temps de silence juste après des termes importants. Par exemple, quand vous allez parler du problème, vous parlez du problème, vous faites un silence. Quand vous allez parler du produit, vous parlez du produit, la feature la plus importante, vous faites un silence, etc., etc. Donc, identifiez dans les différents blocs les choses importantes, hyper cruciales que vous devez transmettre aux investisseurs. Et après ces moments-là, vous faites des pauses. Ça va permettre aux investisseurs de mémoriser justement ces choses importantes. Et ça va leur permettre aussi de bien digérer ce que vous allez dire, ce que vous allez partager. Donc en fait, en gérant la voix, en gérant cette forme-là, donc la voix, il y a les gestes également, donc le langage corporel. Imaginez voilà tout simplement un dialogue en fait. Quand vous parlez aux investisseurs, c'est vraiment un échange, c'est vraiment un dialogue. Et en fait, en utilisant vos mains, vous allez également réussir à illustrer vos propos. Et donc dans l'idée, le fait de faire ça, ça permet à la fois d'avoir une belle forme et un bon fond. Parce que le fond ne sera que compréhensible si la forme elle est travaillée également.
Vous aurez beau avoir le meilleur fond, mais si la forme elle n'est pas du tout travaillée, donc vous parlez trop vite, vous n'utilisez pas de gestes, etc., le fond ne va pas passer et vous allez passer à côté de votre message. Donc ça, c'est vraiment les grands principes qui vont vous aider à délivrer en fait votre pitch de la meilleure des manières possibles. Il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à partager. Mais là où je voulais terminer, c'est que tu disais super bien, Guillaume, dans tes points, tu parlais justement du produit, tu parlais du marché, tu parlais à un moment aussi des KPI. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle le logos. Donc en fait, il y a trois parties dans un discours. Donc on a l'éthos, le logos et le pathos. Donc ethos, c'est qui je suis, mon identité en tant que cofondateur. Le pathos, c'est tout ce qui est storytelling, qui va être lien avec les émotions. Et le logos, c'est tout ce qui est les faits, les données, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est vraiment concret. Et en fait, cette partie logos-là, donc tu as parlé voilà, des KPI, du marché, etc., elle est hyper importante pour rassurer les investisseurs. Parce que pareil, on peut faire un très beau storytelling, mais si au niveau des chiffres, c'est pas cohérent, c'est pas pertinent, c'est flou, on sent que l'entrepreneur est un peu perdu, en fait, tu auras beau avoir le meilleur storytelling, bah, tu peux passer à côté. Parce que tes chiffres ne sont pas bons, ils ne sont pas maîtrisés. Et donc, un des conseils qu'on donne beaucoup dans la prise de parole, c'est de maîtriser ce qu'on dit. Si vous avez des chiffres, vous devez les connaître par cœur. Vous êtes vraiment les experts en fait de vos solutions. Et donc, personne ne doit vous avoir sur les chiffres. Tous les KPI, vous devez les connaître par cœur. Vous devez les délivrer de la meilleure des manières parce que ça va rassurer l'investisseur. Il va se dire, OK, il connaît ses chiffres, il connaît sa boîte. OK, d'accord. C'est rassurant. C'est rassurant pour la suite aussi, dans la manière de gérer, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce que je dirais par rapport à la forme, donc de bien délivrer, par rapport aux chiffres et aux différents blocs, hein, de bien maîtriser ce qu'on dit. Parce que quand on voit une maîtrise, le biais d'association fait que, OK, s'il maîtrise son pitch, s'il maîtrise ses chiffres, forcément, il va maîtriser l'argent que je vais lui donner. Ça, c'est le cerveau qui fait cette association de manière naturelle. Vous ne pouvez rien y faire. Mais justement, plus vous maîtrisez ça, plus justement vous allez rassurer les investisseurs et avoir justement plus de probabilité qu'ils investissent. Bien sûr, c'est que le début, hein, comme tu le disais super bien, Guillaume, c'est pas ça qui va tout faire, mais mieux vous commencez, mieux ce sera pour la suite. Ouais. Je pense que d'ailleurs la clé elle est là, hein, c'est qu'il faut entre guillemets se détendre par rapport au sujet, aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes là pour créer un intérêt d'un investisseur, vous n'êtes pas là pour le convaincre entièrement. Donc en fait déjà ça élimine le risque que vous vouliez absolument tout mettre dans vos slides et que vous perdiez un peu le fil parce qu'il y a trop d'infos. Il faut vraiment se détendre sur le sujet, c'est-à-dire que même si vous deviez parler que d'un sujet qui est celui de l'attraction et qu'on voit qu'il y a un truc, on prend rendez-vous avec vous. Enfin, en fait, si on voit que la courbe elle est positive, que vous maîtrisez vos chiffres, rien que ça, sans parler du marché, de tout le reste, on prend rendez-vous. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que vous avez le reste, c'est de la matière, évidemment, pour alimenter le sujet et puis permettre à l'investisseur d'avoir déjà une dose d'information suffisante pour déjà voilà, pouvoir organiser, lui, son étude de son côté. Mais dans tous les cas, ça, c'est le premier point. Et après, effectivement, tu parlais tout à l'heure du biais d'association. Il y a un autre biais d'association, c'est que quand on vous voit pitcher, que vous êtes en confiance, storytelling, tout ça, on vous imagine devant le client. C'est surtout ça le sujet. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, si vous commencez à être un petit peu stressé, un petit peu voilà, avec la voix qui tremble et tout ça, on se dit, putain, en fait, bon, devant le client, il y a peut-être pas, il y a peut-être un niveau de stress différent, certes, mais en tous les cas, c'est quand même beaucoup plus facile de se projeter commercialement avec un CEO, une CEO qui tout de suite est très à l'aise sur scène. euh, Parce que voilà, ça rassure sur votre capacité à amener du business et à interagir avec, pareil, avec vos salariés, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est une aventure humaine, l'entrepreneuriat, et en fait, avant de regarder le client, il faut regarder chez soi, et il faut emmener les gens avec qui on travaille. Et donc, le côté charismatique du CEO, qui sait faire son storytelling, on l'imagine aussi un peu transpirer sur le reste de la structure, c'est-à-dire bah, tous les managers, les employés, les alternants, les stagiaires, peu importe. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment l'élément clé, hein. Je pense que en fait, on y a passé du temps avec Sylvain parce que je pense que c'est sous-évoqué ouais. dans tout ce qu'on peut voir. On a beaucoup de structures, de théories sur lesquelles on a évidemment passé un peu de temps aussi.
Mais ce sujet du storytelling, il est clé. Il est vraiment clé. Ouais, complètement. Il y a... En fait, aujourd'hui, on est à une ère où on est obligé de se différencier, de trouver voilà, ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel, hein, comme on parle souvent. Et le storytelling va clairement vous y aider, quoi. Va Ouais. clairement vous y aider. Et plus, en fait, au final, plus vous comprenez l'être humain, mieux vous allez savoir pitcher. Parce que la prise de parole, en fait, elle est centrée sur les gens. Elle n'est pas centrée sur vous. Il faut que vous soyez compréhensible. Donc, quand vous arrivez à comprendre comment fonctionne un être humain et même comment fonctionne un investisseur, en prenant du temps avec des investisseurs, en échangeant, en cherchant des ressources, mieux vous allez mettre, on va dire, les chances de votre côté pour pitcher d'une manière incroyable et différenciante, quoi. Merci à Yes. tous les deux. Je reviens, je pense que ça pourrait être utile ce que vous venez de dire en termes de conclusion sur le storytelling, effectivement. Et on a eu quelques questions. On a encore quelques minutes pour y répondre rapidement. On nous demandait comment adapter son pitch deck et donc du coup son discours et son storytelling si on n'a pas encore de traction. Alors, ça, c'est une question qui sort souvent. Alors déjà, quand on n'a pas de traction, en général, on va s'adresser à des investisseurs qui sont moins institutionnels, si je peux le dire comme ça, sauf si on est vraiment une biotech, une deep tech. Mais en général, quand on n'a pas démarré la commercialisation, on parle rarement à des fonds. On parle plutôt à des business angels, on parle plutôt euh, ouais, à de la love money ou alors à des Wilco, réseau entreprendre pour aller chercher un prêt d'honneur. Voilà. Et ça, c'est déjà un exercice du pitch qui démarre juste dans un contexte différent. Alors après, vous n'avez pas de traction, certes, mais vous avez quand même des marques de frémissement, si je peux l'appeler comme ça. Je prends un exemple. Vous n'avez pas encore commencé à commercialiser votre solution, vous avez fait des POC, vous avez du coup des données d'usage. Donc vous allez avoir potentiellement, je sais pas, les informations en termes de temps passé sur votre solution par les clients, vous avez potentiellement des données, euh, des retours d'expérience de vos clients, vous avez peut-être des engagements à payer. Donc peut-être que vous n'avez pas encaissé à date aujourd'hui, mais vous avez peut-être un mail, un contrat signé qui dit le produit est tellement bien que j'ai prévu de l'acheter à telle date. Vous avez peut-être des discussions, un pipe commercial. Donc un pipe, ça se valorise, hein. C'est-à-dire que si vous êtes au point zéro et que vous avez un pipe hyper long, que vous avez déjà avancé jusqu'au troisième, quatrième meeting avec un client et que vous n'êtes pas loin de signer, c'est beaucoup mieux que d'être vraiment au point zéro et d'avoir rien dans le pipe. Vous avez aussi potentiellement vos expériences qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que si vous adressez des clients que vous avez déjà adressés dans le cadre d'une autre boîte et que ça a super bien marché, vous pouvez rassurer aussi un peu par rapport au fait que vous avez l'habitude d'adresser ce genre de clients. En fait, il faut se mettre à la place de l'investisseur. Tout est une question de risque. Donc en fait, amener de la matière pour compenser qui va diminuer la perception du risque côté investisseur. Donc votre expérience, ce que vous avez déjà dans le pipe, les données d'usage, parce que mon produit, je vous dis qu'il plaît, je ne l'ai pas encore vendu, mais il plaît. Voilà, tout ça, c'est des éléments clés. Après, sur le reste, vous allez être sur un schéma classique. Le produit, c'est du classique. Le marché, c'est du classique. Bon, le business, on vient d'en parler. Sur la partie équipe, évidemment, c'est du classique. Le futur, bah, vous allez adapter votre besoin par rapport à votre niveau de maturité, mais ça va rester du classique. Et voilà, évidemment, l'exercice qui est un peu plus périlleux, c'est la modélisation. Vous avez un peu moins d'antériorité, donc le business plan, l'investisseur, ça va être un peu moins crédible à ses yeux, mais j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu, hein. On sait très bien que moins il y a d'historique, plus il y a de difficultés à acheter un BP, mais ça, on le sait tous. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Merci beaucoup, Guillaume. On a une deuxième question de Andrea qui nous dit: «J'ai déjà entendu énormément de pitch qui commencent par imaginer ou qui parmi vous a déjà 3 petits points. Selon vous, quelles sont les autres manières d'amorcer une histoire ou un pitch de manière originale, percutante et authentique sans tomber dans ces formules toutes faites?» Sylvain, je vois au taquet. Ouais, carrément, carrément. Alors, ce qu'elle dit, en effet, c'est important. Il y a beaucoup de pitch qui commencent par imaginez-vous, etc. Donc, pour projeter la personne, il y a beaucoup de pitch qui commencent par une question, parce qu'une question va capter l'attention dès le début.
Et même dans les questions, on peut être très, très créatif. Donc, ça peut être une question sur votre marché, ça peut être une question sur des chiffres, ça peut être une question sur votre entreprise. Là où on peut aussi commencer, c'est ce qu'on appelle un chiffre émotionnel. Donc, vous balancez un chiffre, un petit silence, et après, vous dites à quoi ça correspond. Un exemple concret, moi, j'avais travaillé un moment avec une nutritionniste. On avait travaillé sur un chiffre émotionnel, et elle m'a dit 90%. 90% de la population mondiale est constipée. Wow. Et là, elle pose ça. Moi, je me dis, attends, autant? Et en fait, là, elle a capté mon attention. Et après, elle déroule le pitch. Donc, avoir un chiffre émotionnel, tu peux commencer par ça. Donc, trouver quelque chose dans ton domaine qui va permettre de capter l'attention, qui est un peu choquant. Tu peux commencer aussi par ce qu'on appelle un ennemi. Soit un ennemi ou soit un combat par rapport en fait à ton entreprise. Essaye de détecter un ennemi ou un combat et justement parle de cet ennemi, parle de ce combat-là. Et après, tu enchaînes justement sur l'histoire, le storytelling et le problème. Donc ça aussi, c'est une manière de commencer. Et donc déjà, dans tout ça, tu peux être vraiment hyper, hyper créative. Mais le plus important, c'est de voir quelle est ton unicité. Qu'est-ce qui fait que tu te différencies des gens, des autres entreprises, en fonction de ta personne et aussi de ce que tu vas apporter en termes de produits. Donc déjà, avec tous ces éléments-là, tu as des milliers de manières de commencer, quoi. Top. C'est des bons conseils, merci. Et c'est concret aussi. Je pense que ça permet de les mettre en application rapidement. C'est ça. Ouais, ou juste, Oui. n'oubliez pas quand même le côté. Ça, c'est hyper pertinent, je trouve, mais c'est peut-être un raccourci qui, du coup, vous fait un peu sauter la partie je parle de moi. Elle vous emmène généralement plutôt sur l'exposition du problème. Tu vois, typiquement, Sylvain, ce que tu Oui, disais. oui, oui, exactement. Ouais, Attention à pas focaliser votre énergie sur trouver un chiffre clé, parce qu'en fait, ça va naturellement vous emmener sur directement l'exposition du problème et vous faire bypasser l'étape dont on parlait tout à l'heure, qui est importantissime. Donc peut-être qu'elle peut venir un peu après, mais en tout cas, ayez bien en tête que dans la structure, ça vous emmène à l'étape 2 et pas à l'étape 1, le fait de faire cet exercice d'afficher un chiffre. exactement, ouais, je suis d'accord. Merci pour toutes ces informations. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de questions en tout cas. Je vérifie. Non, on a répondu à tout. Vous avez été très clairs. Merci à tous les deux pour bah, tous vos précieux conseils, votre temps. Merci aussi à tous ceux qui étaient présents sur la session pour vos questions. On espère que ce webinaire vous a apporté des clés concrètes pour bah, vos prochains pitchs. Merci à toi, Loïc. Je vois des commentaires dans le chat. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion, Sylvain et Guillaume? Vas-y, Sylvain. Yes, bonne question. Mot de conclusion. Un, la simplicité et la clarté, c'est vraiment le maître mot. Il faut que les gens comprennent. Deux, entraînez-vous le plus possible. Répétez, 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 parce que ça va justement entraîner votre mémoire musculaire et vous allez être encore plus naturel. Et trois, imaginez le pitch comme un échange, comme un dialogue. Voilà. C'est les trois choses sur lesquelles je resterai, sur lesquelles je conclurai. Ouais, et moi je rajouterais juste un truc pour conclure. Soyez prêt à pitcher à n'importe quel moment, parce que le pitch, c'est un peu la base de tout votre discours auprès des salariés, auprès des clients, auprès des investisseurs. Alors certes, on structure un peu les choses différemment quand on s'adresse à un investisseur, mais en fait, le discours de base sur la value propre, le marché, voilà, le business, c'est des choses qui vont driver d'autres parties prenantes de la boîte salariés, partenaires, clients, etc. Et donc, en fait, un très bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui doit savoir pitcher à n'importe quand, à n'importe qui. Et donc, prenez pas l'exercice. Alors, je sais qu'on a le quotidien de l'entrepreneur et donc forcément, on est plus sur le business et c'est bien normal. Dans tous les cas, essayez de faire cet effort dans la durée et pas de réserver au moment où vous allez passer devant les investisseurs, parce que ça, c'est un truc qui, du coup, vous empêche d'être bien préparé, vous met dans des situations de stress,
Et puis, on oublie des choses à mettre à jour. Si vous avez un effort constant, si vous le remettez en question systématiquement, ce pitch, vous allez l'améliorer beaucoup plus naturellement, dans un contexte beaucoup plus favorable et beaucoup plus détendu, on va dire, sans vous mettre des énormes coups de stress, quoi. Parfait. Voilà. Je pense que c'est Yes. parfait en guise de conclusion de repartir avec ces conseils concrets et Mm. actionnables. Merci à tous les 2.